Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier atelier télétravail et bonnes pratiques. Aujourd'hui, on vous propose un bilan sur l'expérience du télétravail pendant ce second confinement. On parlera également du télétravail après confinement. Quelles sont les tendances? Nous sommes avec Xavier Demazno, éditeur de TheVillage.net, un média en ligne pour repenser et transformer le travail, et également fondateur d'un tiers-lieu rural, l'écloserie numérique. Bonjour Xavier. Bonjour. Et on est également avec Félix Boisa qui est avec nous, donc qui est consultant data et analytics. Bonjour Félix. Bonjour Agathe. Et bonjour tout le monde. Alors on va démarrer cet atelier en ligne avec Xavier. Quel bilan, quelle analyse pouvez-vous nous faire de la pratique du télétravail pendant le premier et le second confinement? Est-ce que vous auriez des chiffres clés à nous donner, des retours d'expérience? Alors, le bilan, il est un peu complexe. La chose qui est sûre, c'est que beaucoup de monde a télétravaillé. Parce que le télétravail qui habituellement se pratique de manière volontaire, là, on l'a tous, quand c'était possible, hein, on l'a tous subi de manière obligatoire. On devait être chez soi, confiné, et ceux qui pouvaient travailler, travaillaient depuis chez eux. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est anormal, hein, différent de la normalité. Parce que la normalité, c'était un jour par semaine de télétravail en moyenne hein, dans la population française. Et puis, c'était en gros 20% de la population active, donc 20% un peu plus de 26 millions de salariés, enfin de salariés et indépendants, la population active donc. Ça faisait pas énormément de monde et c'était pas très souvent. Là, on s'est retrouvé avec une population à peu près facilement un tiers, voire une moitié par moment de la population active en télétravail, 5 jours sur 5. Et donc là, c'était le premier choc. Alors, le premier bénéfice, c'est que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le télétravail l'ont découvert et tous les sondages convergent. 70 à 80% des gens qui ont télétravaillé ont envie de continuer à télétravailler. Et donc ça, c'est un chiffre qui fait rêver parce qu'on ne pensait pas l'atteindre avant de nombreuses années. Hein, on dit que le télétravail a fait gagner 4, 5, 6 ans à la mutation numérique des entreprises et donc là, a fait gagner aussi du temps à la mutation des méthodes de management. Donc ça, c'est le gros acquis de ces deux confinements. Les mauvais côtés, c'est que le télétravail, il était subi et pas toujours dans des bonnes conditions. 5 jours sur 5, c'est beaucoup. Il y a des gens qui commencent à fatiguer, à déprimer. Pendant le premier confinement, il y avait des gens qui avaient des jeunes enfants chez eux, donc ils devaient travailler pendant la sieste ou le soir. Enfin, c'était une vie assez compliquée. Donc on voit bien que il y a énormément de gens qui ne supportent pas ce travail à domicile à 100% du temps. Alors, heureusement, ça on en reparlera tout à l'heure, je pense, le télétravail, c'est loin d'être cette caricature qui est imposée par la pandémie. Oui, justement, on en parlera tout à l'heure. Alors là, on parle du premier, du second confinement. On sait très bien que le télétravail a été différent entre ces deux confinements. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des différences vraiment entre le premier et le second confinement? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui ont été mises en place dans certaines villes de France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'abord, ce qu'on a vu, c'est que dans le premier confinement, les entreprises ont obéi aux directives et ont envoyé en télétravail à peu près tous les gens qui pouvaient l'être. Après le déconfinement, là, on a vu que les entreprises, beaucoup d'entreprises, hein, pas toutes, traînaient les pieds avec le télétravail parce que tout le monde s'est aperçu que la vie économique qui tourne autour du bureau, hein, à commencer par le restaurant d'entreprise, les bistrots du quartier, les gens qui vendent des trombones, bref, tous ces mondes qui vivent des bureaux et de l'économie autour du bureau, souffraient énormément, se portaient très mal, hein, il n'y avait plus d'activité. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, bon, allez, maintenant, fini la rigolade, on vient au bureau. Sauf que il y a beaucoup de salariés qui avaient peur de se faire contaminer. Il ne faut pas oublier que l'entreprise était le premier endroit où on trouvait des clusters hein, de contamination. Ce qui est logique, hein, quand vous passez 8 heures avec quelqu'un ou 8 heures dans un univers clos, même si vous avez un peu d'espace, que vous avez un masque,
eh ben, ça provoque malheureusement des contaminations. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas revenir au bureau. Et donc, beaucoup d'entreprises ont été assez autoritaires au moment du déconfinement, et on l'a vu ensuite pendant le deuxième confinement, où elles étaient moins fans pour laisser leurs salariés partir en télétravail, malgré les recommandations, les fortes recommandations du gouvernement. Donc, c'est un peu les deux différences entre les deux périodes de confinement. Très bien. Et donc, justement, en parlant de télétravail, en ce moment, il y a des discussions entre syndicats et patronat sur un accord national interprofessionnel qui encadre le télétravail. Est-ce que vous savez où en sont les discussions aujourd'hui? Mais elles sont finies et les syndicats ont voté pour, sont tombés d'accord sur un texte à la quasi-unanimité, c'est-à-dire tous les syndicats patronaux et tous les syndicats salariés, sauf la CGT, qui aurait bien aimé revenir un peu en arrière sur le télétravail et reprendre un petit peu la main, ce qui aurait été dommage parce que ça aurait cassé cette dynamique du télétravail. Et ce texte de 19 pages que vous pouvez retrouver sur The Village est un texte qui est... on a eu un peu peur, hein, parce qu'en fait, on a tout le dispositif depuis 2005, on a tout le dispositif législatif en France qui existe. On a un premier accord national interprofessionnel qui date de 2005. On a eu 2 lois en 2012 hein, pour le secteur public et le secteur privé. On a eu encore une modification avec les ordonnances Macron en 2017-2018. Et donc, ça semblait correct. Or, il y a plusieurs points de détail qui n'étaient pas abordés dans ces textes, et en particulier le télétravail en cas de pandémie, en cas de confinement. Donc, ce texte est un texte très, très sage, très constructif et que je trouve extrêmement positif. Très bien. Donc, on explique dans ce texte qui va changer en cas de pandémie, par exemple. Alors, on aborde, c'est pas vraiment un guide pratique, mais c'est quand même un guide de bonnes recommandations sur la manière de procéder pour mettre en place le télétravail, sur la base, et ça, le texte y revient plusieurs fois, sur la base d'un dialogue social. C'est-à-dire qu'on n'impose pas le télétravail, on discute avec ses salariés, avec les représentants syndicaux quand il y en a dans l'entreprise, et on ne fait pas ça au forcing. Hein, comment dire, c'est une réflexion stratégique sur son organisation du travail. Et ça, on le voit bien aujourd'hui, et ça, c'est aussi, si on peut dire d'une certaine manière, un acquis de la pandémie, de la Covid, c'est que le télétravail n'est plus un gadget pour les ressources humaines, si vous voulez, ou quelque chose qu'on fait à contre-cœur, mais c'est que c'est devenu un mode de fonctionnement de l'entreprise dans laquelle le travail s'exerce quel que soit l'endroit où on est. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'on parle toujours de travail à domicile, mais on oublie un petit peu au passage le travail dans les tiers-lieux ou les espaces de coworking, qui a été intégré dans ce texte de l'ANI pour la première fois. Donc, tous ces aspects, cette négociation, cette concertation, on rentre dans les détails, savoir qui peut travailler à distance, quand, de quelle manière, rappeler les grands principes qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, le volontariat, mais aussi la réversibilité, c'est-à-dire si le télétravail ne me plaît pas, je peux revenir dans l'entreprise à mon poste que j'occupais avant sans aucun problème. D'accord. Justement, donc on parlait de télétravail. Le gouvernement, pendant le confinement, a préconisé le télétravail. On parlerait pas plutôt de home office? Ils ont proposé le télétravail, enfin ils ont incité fortement les entreprises à pousser leurs salariés en télétravail quand c'était possible. Pour eux, c'était pour qu'ils restent enfermés, pour qu'ils ne circulent plus, pour éviter les circulations et donc les possibilités de contamination. En réalité, en temps normal, depuis longtemps, on sait que le télétravail, ça s'exerce aussi dans des espaces de coworking. En gros, le phénomène du coworking, ça a 15 ans, en 2005, aux États-Unis. Massivement,
ça a été adopté par les freelances. Alors les freelances, c'est une petite partie de la population active, mais quand même, parce que ça leur permettait d'avoir un bureau et de se recréer un collectif de travail qu'ils n'avaient pas s'ils restaient tout seuls à travailler chez eux. Un salarié, lui, il peut aller au bureau, il peut voir des collègues, il n'est pas isolé. Un freelance, s'il a un bureau chez lui, alors il y a des gens qui sont très contents comme ça, hein, mais de temps en temps, il y en a beaucoup qui ont envie de croiser les autres et de se refabriquer un collectif de travail, ce qu'on fait dans un coworking. On discute, on fait connaissance, on trouve des compétences, on trouve de l'aide, on a des formations, on trouve des missions, on trouve des prestataires. Enfin toutes les vertus du coworking que vous connaissez bien à la station. Et donc ça, c'était un univers qui était réservé massivement aux freelances. Et depuis, moi je dirais 3-4 ans, on voit les entreprises qui investissent les espaces de coworking, tout simplement parce qu'avec le développement du télétravail, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas travailler chez eux, qui voulaient faire une frontière entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et donc, le travail devait rester à la porte et ne pas entrer chez eux. Donc, le coworking était une bonne solution. Et puis aussi, on a vu que les usages immobiliers évoluaient et que les entreprises avaient envie d'alléger leur charge immobilière et d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les baux. Hein, les baux, en France, c'est 3, 6, 9 années. Donc, vous êtes engagé dans la durée. Et en cas de coup dur, en cas de je sais pas, si vous devez déménager ou malheureusement vous devez licencier ou vous avez des problèmes d'activité, vous êtes coincé par votre bail immobilier. Donc le coworking, hein, sont des baux très courts, enfin, des engagements très courts, au mois, à l'année parfois. Ça rend de la souplesse et de la flexibilité pour les entreprises. Et vous, justement, à titre plus personnel, vous êtes le fondateur d'un tiers-lieu rural. Le télétravail en coworking, vous avez pu le voir par vous-même avec des salariés qui venaient travailler chez vous, non? Oui, alors nous, on a surtout des freelances, on a 2-3 salariés. C'est un petit espace qu'on a créé il y a 10 ans, 11 ans aujourd'hui, au mois d'octobre. On a commencé avec du coworking parce qu'on avait une communauté qui préexistait. Et cet aspect, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais cet aspect de communauté dans le coworking est extrêmement important et même central. Hein, le coworking, c'est pas juste un bureau, parce que les bureaux, on est capable d'en trouver tout seul en ville. Ce qu'on cherche dans un coworking, c'est cette fameuse communauté qui fait rêver tout le monde, mais c'est pas pour rien. Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit tout à l'heure assez rapidement, mais c'est une sécurité, un cocon qu'on va se refabriquer avec les autres en dehors de chez soi. Donc nous, on avait cette communauté qui n'était pas incarnée. Quand on a ouvert l'espace, on a pu avoir quelques télétravailleurs qui étaient isolés chez eux, qui ont pu venir travailler à la demande. C'est extrêmement souple. Hein. Nous, on a des engagements très, très light. Donc là aussi, ça donne de la souplesse. Et puis, comme on est en plein milieu rural, hein, on est dans un village de 340 habitants, dans un département qui est pas très, très dense en population, l'Orne, en Normandie, les gens sont contents de retrouver un lieu de convivialité où ils retrouvent leur père, en quelque sorte. Ouais, c'est presque plus important dans un univers rural qu'en ville. C'est probable, oui, parce qu'en ville, il y a une offre qui est très, très grande. Elle est beaucoup plus faible en milieu rural, tout simplement parce que les modèles économiques sont très difficiles. Vous ne faites pas vivre un espace de coworking sur 100 mètres carrés. Il faut un peu d'espace parce que il faut une masse critique de coworkers, d'adhérents, de membres pour faire vivre l'espace. Et en milieu rural, on ne peut pas vivre uniquement du coworking. Il faut des activités complémentaires. Et donc, vous mettez en place des ateliers, des formations, d'autres choses chez vous? Oui, depuis le début, on fait ça. On est à la fois un espace de coworking, une sorte d'espace public numérique non formalisé, c'est-à-dire qu'on fait de l'acculturation à l'Internet et au numérique pour des enfants, pour des personnes âgées. On fait aussi des formations pour des jeunes décrocheurs. On a fait
première formation rurale de code qui durait 6 mois avec Simplon. On monte des Repair Cafés, on a des ateliers toutes les semaines pour les enfants, qui s'appellent les bricomatiques, où on bricole avec de initiation au numérique, initiation à l'électronique, des activités de ce type-là. Donc, on a des activités effectivement très variées. Alors, si on revient au télétravail, pour vous, le télétravail après confinement, qu'est-ce que ça va donner? Quelles vont être les tendances? Est-ce que ça va se généraliser? Alors, je vous disais tout à l'heure, à peu près tous les sondages qu'on a vu fleurir pendant et après le premier confinement, surtout, 70 à 80% des gens voulaient continuer à télétravailler. Donc, la moyenne du télétravail, qui était de un jour par semaine, va probablement passer à 2, 3 jours et demi, comme dans certains accords télétravail de grandes entreprises. Donc, c'est quelque chose qui va se banaliser. Et les entreprises qui étaient pour certaines, qui étaient très frileuses, vont être obligées, à mon avis, d'y passer, tout simplement parce qu'elles risquent de perdre des talents si elles refusent le télétravail. Ça va devenir un facteur d'attractivité comme d'autres, comme la qualité de la mutuelle, comme la qualité du restaurant d'entreprise, toutes les choses qu'on met en avant pour les nouveaux salariés. Et d'autre part, si elles ne le font pas, leur marque employeur, leur image va beaucoup en souffrir auprès de candidats potentiels. Et ça, on le voyait déjà avant la pandémie, et en particulier chez des jeunes candidats qui refusaient des postes parce qu'on ne permettait pas le télétravail. Donc c'est très possible, à mon avis c'est fort probable même, que le télétravail continue à se développer après la pandémie. Et alors selon vous? Cela dit, on n'est pas sorti de la pandémie peut-être avant 6 mois, le temps que tout le monde se fasse vacciner. Donc voilà, raison de plus. Et alors, selon vous, on parlait d'une journée de télétravail par semaine, 2 jours, 3 jours. Il y en a qui font 1 semaine par mois, par exemple. Selon vous, quel est le bon format? Quelle est la bonne organisation? Quels sont les conseils pour que ce soit un télétravail réussi et sur le long terme? Alors, ce qu'on dit, c'est que il faut quand même un retour dans l'entreprise pour croiser ses collègues. Pas forcément pour travailler, d'ailleurs. Il y a 20 ans, moi, je connaissais une PME où les gens étaient 100% en télétravail et ils se retrouvaient une fois par semaine au bureau pour quelques réunions de travail, mais aussi pour revoir les collègues, pour parler, pour échanger. Et le centre de la journée, c'était un repas qui était pris en commun. Donc, le télétravail ne fonctionne que s'il y a un climat de confiance qui est établi entre les collaborateurs et les managers, entre l'entreprise et le salarié. Ce climat de confiance, il ne se décrète pas, il se vit. On dit toujours la confiance, c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La confiance, c'est la même chose. Donc, il faut entretenir ce sentiment de confiance, et ça se fait par les relations qu'on noue avec son manager, avec ses collègues, en présentiel, au bureau, parce qu'on se voit. Et si on se voit et qu'on se fait confiance de cette manière, on n'aura aucun problème à travailler à distance, parce qu'on se connaît, parce qu'on connaît ses méthodes de travail, et puis accessoirement, parce qu'on maîtrise les outils, ce qu'on a appris à faire avec les 2 confinements. Donc, si on ne dépasse pas 3 jours, peut-être 4 jours pour certains, qu'on ait minimum 1 jour, voire 2 jours en présentiel au bureau, il n'y a aucun problème, le télétravail peut fonctionner parfaitement. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter que vous voudriez dire à ceux qui nous écoutent? Non, sur le télétravail lui-même, non. En revanche, sur le coworking, oui, parce qu'on beaucoup d'espaces souffrent ou ont déjà fermé, dans les opérateurs historiques qui étaient plutôt des petits espaces qui étaient peuplés par des freelances. Ils ont d'abord souffert parce qu'il n'y avait plus d'activité pendant le premier confinement. Et puis, quand ça a déconfiné, il y a beaucoup de leurs coworkers qui sont partis. Parce que leurs coworkers étant freelance et ayant pour beaucoup des problèmes économiques, ayant moins de boulot, eh ben, ils ont coupé dans leurs dépenses et ils ont coupé leur abonnement
espaces de coworking. On ne sait pas s'ils reviendront ou pas, mais en attendant, il y a énormément d'espaces qui souffrent ou qui ont déjà fermé. D'accord, très bien, merci. Ça va être au tour de Félix de répondre à mes questions, pardon. Donc, tu es consultant en data et analytics. Tu travailles pour le groupe Froid à Douai pour C'est ça. et le support d'utilisateurs, c'est bien ça? C'est ça. Tu es entrepreneur, toi, tu n'es pas salarié, mais tu as un contrat d'une journée par semaine avec cette entreprise et donc tu as testé le télétravail. Quel retour tu peux nous faire sur cette période de télétravail? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, j'ai surtout eu la chance d'implémenter le télétravail dans l'entreprise parce que c'est moi qui ai dû gérer les outils pour les salariés, les outils de communication, les moyens de faire des lives. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'en fait, les entreprises, elles n'étaient pas outillées et elles n'avaient pas forcément les compétences, que ce soit les entreprises ou même les salariés, pour faire le télétravail. En fait, les entreprises, elles n'étaient pas préparées pendant la première période. Donc, on a mis un peu de temps à se mettre en place. Et une fois que tout était en place, ça roulait tout seul, quoi. Et on l'a ressenti surtout sur la deuxième période de confinement où la prise de poste en télétravail était beaucoup plus rapide et le travail beaucoup plus productif. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que finalement, on compte plus en nombre d'heures, quoi. On est toujours à dire, voilà, il arrive à 8 heures, il est reparti à 17 heures. Aujourd'hui, on est beaucoup plus souple. Et les entreprises sont beaucoup plus centrées sur les objectifs, sur la qualité que finalement sur le nombre d'heures que vous allez passer dans l'entreprise. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et que moi j'avais beaucoup plus de facilité aussi à gérer mon emploi du temps et à venir introduire mes passions à côté de mon travail. C'est-à-dire que quand j'étais sur poste et que j'avais pas le télétravail, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de faire des séances de sport, par exemple, pratiquer, passer du temps avec ma famille ou ce genre de choses. C'est-à-dire que déjà, on économise le temps d'aller et le temps de retour pour aller jusqu'à son boulot. Donc moi, dans mon cas, je faisais Saint-Omer-Douai, donc ça faisait à peu près 45 minutes pour l'aller et 45 minutes pour le retour. Donc c'était 1h30 qui était rajoutée finalement dans ma journée et sur lequel je pouvais rajouter mes passions, quoi. Donc c'était beaucoup plus facile de les introduire. Et du coup, le télétravail, ça m'a aussi poussé à aller en coworking et puis à aller voir un peu aussi ce qui se faisait dans les autres secteurs. Le coworking, ça m'a permis d'échanger avec des personnes qui bossent dans d'autres secteurs d'activité, qui vont utiliser d'autres outils, par exemple pour la communication ou pour la gestion des projets, la gestion des tâches. Et ça permet d'optimiser le télétravail dans la société dans laquelle je bossais, quoi. Si demain je rencontrais quelqu'un qui utilisait un autre outil par exemple pour faire des conférences, je pouvais le proposer à mon patron en lui disant écoute, cette société utilise cette solution, pourquoi pas tester, peut-être que c'est plus productif qu'une autre solution. Donc ça permettait aussi d'échanger avec les autres entreprises et les autres secteurs pour voir ce qui se faisait. Alors je voudrais revenir sur le coworking. On parle de coworking en dehors des confinements. Le coworking en télétravail en dehors des périodes de confinement. C'est ça. Alors, pendant le confinement, quelle organisation a été mise en place? Quels outils vous avez pu utiliser pour travailler à distance les uns des autres? Au début, on avait essayé Microsoft Teams, mais pas mal de salariés avaient eu du mal à s'adapter à l'outil. Donc, on est passé sur Discord. On avait beaucoup plus de facilité, du moins les salariés à utiliser Discord. Il a fallu mettre en place des outils comme TeamViewer pour prendre les contrôles des ordinateurs. Et on a mis également Synology pour avoir accès aux serveurs à distance, pour que les salariés puissent avoir accès aux serveurs à distance. D'accord. Du coup, pour toi, cette expérience est plutôt une expérience positive, négative? Je dirais que c'est une expérience positive parce que, comme je disais, ça a permis de faire des économies au niveau des horaires, quoi. Ça m'a permis de rajouter 1h30 dans ma journée. Donc à la semaine, ça fait à peu près une dizaine d'heures que je pouvais consacrer à d'autres choses que le boulot. Et puis également, moi, j'ai mon appartement à Saint-Omer, j'ai mes parents qui vivent à Cambrai et mon frère qui vit à Lille. Donc le télétravail, ça m'a permis de pouvoir bosser de où je voulais et pas d'être cantonné au lieu de ma société. Je pouvais aussi bien travailler de Lille que de Saint-Omer que de Cambrai.
Donc c'est aussi ça l'aspect positif. Ouais, alors la grande différence par rapport aux salariés, c'est que comme tu es à ton compte, c'est toi qui décides où travailler comme tu le souhaites. Tu t'organises tout seul. Il n'y a pas de management avec la direction de l'entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, le télétravail, c'est devenu, comme disait Xavier, c'est devenu quasiment mon critère principal dans la recherche d'emploi, quoi. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de postuler pour des postes qui sont beaucoup plus éloignés. Aujourd'hui, moi, je suis à Saint-Omer. Par exemple, en analyse de données, j'aurais peut-être eu du mal à trouver des postes dans la région audomaroise en physique. Aujourd'hui, avec le télétravail, je peux postuler à des offres qui sont même à l'étranger ou dans le sud de la France, tout en restant dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, ça permet à la fois de rester proche de ma famille, mais aussi de potentiellement postuler à des postes qui sont beaucoup plus loin et qui utilisent des technologies beaucoup plus poussées. D'accord. Xavier, est-ce que vous avez une intervention à faire par rapport au témoignage de Félix? Non, ce que dit Félix est tout à fait conforme avec ce qu'on observe partout dans le pays. Hein. Cette demande de flexibilité de la part des salariés, ils ont goûté à de l'autonomie dans l'organisation de leur travail. C'est-à-dire que avant le télétravail, si vous vouliez aller chercher un enfant à l'école, vous deviez partir plus tôt. Si vous deviez aller chez le dentiste, vous deviez prendre une demi-journée de vacances. Si vous attendiez la livraison je sais pas moi, d'un réfrigérateur et vous saviez pas trop à quelle heure passe le livreur, vous deviez poser une demi-journée de congé. Donc c'était quand même un petit peu stupide, débile, alors qu'on sait faire autrement. Et donc pendant le confinement, beaucoup de gens ont goûté à cette souplesse. Certains, on disait tout à l'heure, l'ont mal vécu, mais la grande majorité l'a très bien vécu et donc n'a pas envie de perdre ça. Pour eux, c'est un acquis. Dans les grandes agglomérations, il faut bien voir que les gens font beaucoup de déplacements pour venir, beaucoup de temps de déplacement pour venir travailler, que ça coûte cher, que c'est fatigant. Dans l'agglomération parisienne, par exemple, la moyenne de déplacement, c'est 1h30 par jour. La moyenne. Moi, je connais des gens qui habitent en Normandie, pas très loin de chez moi, et tous les jours, ils vont à Paris, et ils ont 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'est 4 heures de leur vie qui est perdue. S'ils restent travailler devant leur écran, parce qu'en général, quand ils vont au bureau, ils ouvrent leur ordinateur au bureau, ils travaillent, ils referment, ils rentrent. Donc, ils peuvent le faire chez eux. Et donc là, c'est un gain en qualité de vie énorme que beaucoup de gens ont goûté, et à mon avis, comme Félix, ils n'ont pas près de le lâcher. C'est ça. C'est ça, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce petit bilan de ce deuxième confinement pour le télétravail. Merci à Félix, merci à Xavier. C'était donc le dernier atelier en ligne télétravail et bonnes pratiques de l'année. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Joyeux Noël. Bonne fête. Au revoir. Et bonne fête de fin d'année, bien sûr.